Alors bonjour, mon nom est Nicole Monet et je suis professeure au département des sciences de l'éducation. Dans cette capsule, je vais vous parler de deux stratégies pédagogiques que j'ai utilisées lors d'un cours donné en ligne, le Screencast-O-Matic et le Wiki. Ces deux stratégies avaient pour but de favoriser la motivation des étudiants et de les impliquer le plus possible pour qu'ils se sentent concernés par le cours. Un des défis, lorsqu'on enseigne à distance, c'est de générer une certaine proximité entre les étudiants et le professeur. Quand je suis dans une classe, en présence, j'ai l'occasion de voir rentrer mes étudiants dans le local, de leur dire bonjour, d'échanger avec eux quelques informations, quelques banalités sur la météo, sur ce qu'ils ont fait la veille, sur la circulation, comment ça s'est passé pour venir à l'université, etc. Cette première prise de contact me permet de poursuivre durant le cours à développer une dynamique relationnelle avec mes étudiants. Donc, ça me permet de poser des questions, de voir s'ils comprennent et eux aussi de poser des questions sur des éléments qui sont moins clairs. Mais les étudiants en classe n'établissent pas juste une relation avec le professeur, ils établissent aussi une relation entre eux. Donc, ils ont beaucoup d'interactions sociales et ces interactions sociales leur donnent la motivation de venir au cours. Il faut savoir aussi que les étudiants entre eux se répondent à des questions auxquelles le prof ne répond pas toujours. Donc, il y a comme une dynamique relationnelle qui amène en fait une motivation à venir au cours, mais aussi à quelque part, ça a un effet sur la persévérance à poursuivre le cours chez les étudiants. Dans un contexte d'enseignement à distance, contrairement à l'enseignement en présence, on enseigne par le biais d'un environnement d'apprentissage qui intègre des outils logiciels, l'accès à des ressources pédagogiques médiatisées, des interactions synchrones et asynchrones avec des professeurs. La technologie, l'écran, les outils numériques, les plateformes qu'on doit utiliser, ça génère une distance entre le professeur et les étudiants. L'étudiant est seul derrière son ordinateur, dans son salon, parfois dans son lit, tout dépendamment de l'espace qu'il a chez lui. Il n'y a donc pas de dynamique relationnelle qui s'établit naturellement. Les étudiants ne se voient pas vraiment entre eux. Ils sont pas nécessairement en train de discuter avant le cours. On se connecte et tout de suite, on se retrouve face au prof. Donc, le cours commence. Il faut donc créer cette dynamique. Il faut la réfléchir, il faut la penser, il faut penser à des stratégies pédagogiques qui nous permettront à quelque part d'augmenter les interactions sociales, de développer un sentiment d'appartenance au cours, mais aussi, bien sûr, d'acquérir de nouvelles connaissances qui sont liées au cours. Donc, revenons à mon cours, qui était un cours que je donnais à la maîtrise en éducation. Donc, deux intentions pédagogiques étaient ciblées dans l'exemple que je vais vous donner. La première, c'était que les étudiants aient acquis des bases théoriques sur comment l'apprentissage se fait. Et la deuxième, c'était qu'ils créent des situations pédagogiques qui seraient innovantes et qu'ils soient en mesure de lier ces situations pédagogiques aux bases théoriques qu'ils auraient vues au préalable. Une des façons assez simples de faire aurait été d'enregistrer des vidéos que j'aurais moi-même créées sur lesquelles j'aurais donné des explications pour chacune des théories de l'apprentissage. Les étudiants auraient eu des lectures à faire au préalable avant d'écouter ces vidéos. Bien que ce soit possible de le faire, ce que je constate, c'est qu'on crée trois problèmes. Le premier, il n'y a pas d'interaction sociale. L'étudiant ne se sent pas impliqué, il est passif. Le deuxième, il est seul derrière son ordinateur et il n'y a pas de relation avec ses collègues. Donc, difficile de développer un sentiment d'appartenance au cours. Et en plus, étant à distance, c'est très difficile pour moi de voir les signes d'incompréhension parce que quand l'étudiant regarde la vidéo, je ne suis pas là. Donc, il est impossible de cerner pour moi s'ils comprennent ou pas le contenu. Donc, bref, la distance est réelle avec cette façon de faire et le risque que les étudiants décrochent par manque d'intérêt et de motivation est plus grand. J'ai donc modifié la structure du cours pour que ce ne soit pas moi qui transmette l'ensemble des contenus, mais plutôt les étudiants qui construisent eux-mêmes leurs connaissances ensemble en collaboration. La première étape, qui était en fait le cours 1,
consistait à réaliser une courte rencontre en visioconférence, dans notre cas au moyen de Zoom. Cette courte rencontre a duré entre 30 et 45 minutes. Elle m'a permis d'expliquer aux étudiants mes attentes, de créer les équipes, de présenter le travail qui devra être réalisé, le calendrier et les ressources qui étaient disponibles sur Moodle. Cette rencontre permet de s'assurer que les étudiants comprennent bien ce qu'ils doivent faire et de commencer à les impliquer dans leur cours. La deuxième étape, qui se passe à la maison, consiste à prendre connaissance d'articles scientifiques ou de textes qui touchent l'une ou l'autre des approches théoriques de l'apprentissage. Durant cette étape, les étudiants ont accès à des ressources sur Moodle, donc les textes sont déposés sur Moodle, où ils peuvent eux-mêmes faire leurs recherches dans les banques de données qu'ils connaissent. La troisième étape, qui est en fait le deuxième cours, qui a lieu encore une fois en visioconférence. Cette fois-ci, nous allons prendre un 15 à 20 minutes pour commencer d'abord par répondre aux questions aux étudiants par rapport aux lectures qu'ils ont faites. Ensuite, on s'assure qu'ils comprennent bien le travail qu'ils ont à faire et on les place en équipe. Chaque équipe aura une théorie à travailler, donc devra faire une présentation au moyen d'un PowerPoint. Dans mon cas, j'utilise la suite de Google Drive, c'est-à-dire un Google Slide, qui permet de faire un diaporama collaboratif en ligne puisque tous les étudiants sont à distance. Ensuite, ils devront présenter ce diaporama au moyen de Google Slide de façon enregistrée. Ça veut dire que je vais leur demander d'utiliser le logiciel de Screencast-O-Matic qui permet d'enregistrer des présentations orales et de filmer en même temps le diaporama à l'écran. La quatrième étape se passe à nouveau à la maison, donc hors ligne et de façon asynchrone. Les équipes continuent de travailler ensemble et elles créent leur diaporama. Moi, pendant ce temps, je donne des rétroactions, je contrôle, je discute avec les étudiants au moyen de la suite de Google Drive dans le clavardage et je réponds aux questions. J'ai aussi préparé des tutoriels pour utiliser Screencast-O-Matic que les étudiants peuvent avoir en accédant à Moodle, donc sur le site du cours. La cinquième étape, et c'est la dernière, c'est lors du cours 3. Donc, encore une fois, une rencontre en visioconférence de 30 minutes qui permet en fait à chaque équipe de faire une très brève et courte synthèse du contenu qu'il y a dans leur présentation enregistrée. Ça permet encore une fois d'échanger, de donner des rétroactions, de voir qu'est-ce qui a bien été compris, qu'est-ce qui est moins bien compris, sur quoi on voulait mettre l'accent. Finalement, chaque présentation enregistrée est déposée sur un wiki. Et ce wiki a lieu en fait sur Moodle, dans le site du cours. Il y a possibilité d'ajouter un wiki au site du cours. Donc, chaque équipe va pouvoir aller déposer sa présentation en y mettant un titre avec quelques explications. On utilisera ce wiki comme base de connaissances pour la suite du cours lorsqu'il sera question d'analyser des situations d'apprentissage ou de référer à des éléments théoriques. Finalement, cette façon de faire permet aux étudiants d'échanger beaucoup plus entre eux et ça m'a permis d'atteindre les 3 objectifs, c'est-à-dire qu'il y ait des interactions entre les travaux durant les travaux d'équipe, donc que je pouvais aller voir ce qu'ils faisaient, eux pouvaient échanger entre eux, donc faire connaissance entre eux aussi. Ça a permis aussi de développer un sentiment d'appartenance au cours, parce que oui, il y avait les cours de rencontres de classe en groupe, mais aussi dans les salles virtuelles. On a eu beaucoup d'anecdotes qui ont été échangées, donc on a eu l'impression d'être plus proches, donc de développer une proximité entre nous. Ça permet aussi pour eux d'avoir des échanges informels, parce que pendant qu'ils travaillent en groupe dans les salles virtuelles, ils parlent d'autre chose que juste du cours, donc c'est pas mauvais non plus. Ça a permis aussi de construire collectivement un contenu. Au lieu que ce soit moi qui transmette l'ensemble du contenu, les étudiants ont été mobilisés et ça a été très intéressant en termes de retombées d'apprentissage à la fin du cours.
Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette formule, c'est que ça me permet d'évaluer en cours d'apprentissage, donc de toujours être derrière eux, de voir ce qu'ils font, comment ils apprennent, qu'est-ce qu'ils comprennent. Et j'avais l'impression d'avoir des étudiants et pas juste être quelqu'un qui met en ligne des contenus. C'est une formule qui est intéressante, qui demande un peu plus de planification au début. Donc, ça veut dire qu'il faut que le cours soit planifié dès le départ et on peut pas monter le cours au dernier moment d'une semaine à l'autre. Donc, il faut penser le cours autour de projets plutôt que de se dire, bon, OK, la semaine prochaine, je vais travailler sur telle théorie et je vais présenter telle théorie. Donc, il faut voir ça plus global. Ensuite, je termine avec quelques lectures que vous pouvez consulter, qui, en fait, c'est des lectures sur lesquelles je me suis appuyée pour faire cette présentation. Merci beaucoup et bon enseignement.